Comment le corps humain réagit-il face aux caprices de la nature? La foudre, les averses de grêle, l'eau glacée, les crues subites. Comment survivre à ces phénomènes imprévisibles? Je suis le seul survivant des 4 personnes qui ont été touchées ce jour-là. J'ai eu beaucoup de chance. Jusqu'à quel point tolérons-nous la chaleur et le froid? Il n'y a qu'un pas de la vie à la mort. L'être humain est fragile et nous atteignons vite nos limites. Mais alors, quelles sont nos chances de survie quand la nature se déchaîne? La mer est terre de tous les dangers. Où que nous soyons, nous ne sommes jamais à l'abri d'une menace. Une crue subite peut engloutir un village entier. Les tornades saccagent tout sur leur passage. Et la foudre peut vous tuer sur le coup. Certains s'en tirent à bon compte, mais comment? Afin de lever le voile sur les mécanismes de survie du corps humain, nous avons mené une série d'expériences au cours desquelles nous avons reproduit des conditions climatiques extrêmes. Présentatrice d'une émission de sport, Loïs Brady a accepté de repousser ses limites pour nous montrer les réactions du corps humain face aux caprices de la nature. Par exemple, lorsqu'un éclair de 850 kV s'abat sur votre voiture. Le docteur Kenneth Kamler a accepté de nous en dire un peu plus. À partir d'une certaine température, le corps humain cesse de se réguler en fonction de son environnement extérieur. Il a tenté de comprendre comment le corps humain survit aux phénomènes naturels les plus extrêmes. Notre corps possède plusieurs mécanismes de défense, mais dans certains contextes climatiques, ils sont parfois mis à rude épreuve. Prenons la foudre par exemple. De par son caractère imprévisible, le corps humain n'a absolument aucun moyen de s'en protéger. « 20 août 1985, parc mémorial de Houston, au Texas. Par cette belle journée d'été, l'océanographe Dana Larson fait un footing dans le parc. Au loin, un orage se prépare. Mais il continue de courir sans y prêter attention. Soudain, il s'effondre. Comme d'autres personnes ce jour-là, il vient d'être foudroyé. Je ne me souviens de rien. Pourtant, j'aimerais bien, car ça doit être une expérience mémorable. Dana a perdu connaissance. Des promeneurs qui ont assisté à la scène appellent aussitôt les secours qui le transportent aux urgences. À l'exception de quelques blessures externes, les médecins n'observent rien d'anormal. Néanmoins, un trouble lié à l'impact de la foudre ne tarde pas à se manifester. Le choc a effectivement endommagé sa mémoire à court terme. Le médecin m'a dit « Monsieur Larson, m'avez-vous déjà vu auparavant ?» Et j'ai répondu « Ben non, jamais ». Il m'a alors demandé de regarder le mur, ce que j'ai fait, puis il m'a dit de le regarder à nouveau. Il m'a reposé sa question. « Monsieur Larson, m'avez-vous déjà vu auparavant ?» Et j'ai répondu « Non, c'est la première fois ». Chaque année, 300 personnes sont touchées par la foudre aux États-Unis. Cela fait une vingtaine d'années que Ron Holly, un expert de la foudre basé à Tucson dans l'Arizona, étudie ce phénomène. La foudre tombe du ciel et percute la première cible qui se trouve sur sa trajectoire. Elle va donc s'abattre en premier sur tout ce qui dépasse du sol, tout ce qui se trouve en saillie. Si vous êtes dans un champ et qu'il y a un arbre près de vous, la foudre va lui tomber dessus. Mais s'il n'y a pas d'arbre alentour, alors c'est vous qu'elle va viser. Selon Ron Holly, nous sommes tous des victimes potentielles de la foudre. Dehors, on est à l'abri de rien. On raconte souvent que certains objets ou vêtements en telle et telle matière protègent. Mais c'est faux. Si vous êtes au beau milieu d'un champ et qu'il n'y a aucun arbre autour de vous, vous constituez une cible de choix pour la foudre. Curieusement, de nombreuses victimes sont foudroyées par le sol. Dans la moitié des cas, la décharge électrique surprend ses victimes en rebondissant au sol. Elle remonte par les pieds, et c'est pour cela qu'on entend souvent des gens dire que leurs chaussures ont explosé. C'est parce que la décharge venait d'en bas.
Après avoir été frappé par la foudre, Dana Larson a également souffert d'un traumatisme des nerfs et de profonds maux de tête. Quand le mal de crâne survenait, j'avais envie d'en finir. Et puis ça s'est estompé. Mais si jamais les maux de tête avaient persisté, j'aurais mis fin à mes jours. Dans son malheur, Dana Larson peut s'estimer heureux, car la foudre tue une 60aine de personnes chaque année aux États-Unis. Je suis le seul survivant des 4 personnes qui ont été touchées ce jour-là. J'ai eu beaucoup de chance. En dépit du fait qu'il soit guéri, Dana est aujourd'hui littéralement obsédé par la foudre. À chaque orage, il met le nez dehors pour regarder. Je trouve ça fascinant, c'est beau et violent à la fois. J'ai toujours envie de me rapprocher tellement c'est beau. En raison des risques et du caractère imprévisible de la foudre, il est difficile d'en étudier les tenants et les aboutissants. Des scientifiques allemands ont néanmoins trouvé une solution. Ils ont mis au point une machine capable de recréer artificiellement la foudre. Ils peuvent même contrôler la direction et l'apparition des éclairs. Louise Brady a de quoi être nerveuse. Elle s'est portée volontaire pour tester l'impact de la foudre. C'est bon? Oui. C'est parti. Comme il serait trop dangereux d'exposer directement un être humain à la foudre, on installe Louise dans une voiture. À l'aide de transformateurs surpuissants, l'équipe de scientifiques envoie une décharge de 850 kV. C'est suffisant pour obtenir un arc électrique entre le transformateur et le toit de la voiture. Louise doit néanmoins veiller à ne pas toucher la carrosserie, sinon elle pourrait elle aussi subir la décharge et le payer très cher. On m'a certifié que je ne ressentirais rien. J'ai peur. Heureusement pour Louise, tout semble se dérouler comme prévu. En percutant le toit métallique de la voiture, la foudre dévie au sol. Louise ne risque rien. Elle est parfaitement à l'abri du danger car la carrosserie du véhicule canalise et dérive l'électricité jusqu'au sol. Je ne sens absolument rien. Enfin, je veux dire, c'est bon. Je vais très bien. Si Louise ressent l'électricité dans l'air, la foudre n'a cependant aucun effet sur elle. Mais s'il n'y avait pas la voiture pour la protéger, que se passerait-il? Notre corps abrite un conducteur qui peut s'avérer dangereux en cas de forte décharge. Il s'agit du système nerveux central, un ensemble d'organes conçus pour transmettre les signaux électriques. Le corps humain n'est que réaction chimique et circuit électrique. Lorsqu'une personne est foudroyée, le corps entier se retrouve écrasé sous le poids d'une incroyable force électrique. C'est comme un court-circuit qui provoquerait l'arrêt complet du système. Tant que la décharge électrique n'affecte pas les organes vitaux, la victime a des chances de survivre. En revanche, les chances de s'en sortir sont infimes si elle atteint le cœur. Le choc modifie les pulsations cardiaques et lorsque le cœur ne parvient plus à pomper le sang, il s'arrête de battre. Pour la victime, le risque est donc mortel. La foudre frappe la plupart du temps en plein air, mais par temps orageux, tout le monde est à la merci de la foudre. 4 septembre 2001, Cordell, dans l'Oklahoma. Justin Norris a 15 ans et travaille dans un drive-in. Dehors, le temps est à l'orage. Justin n'a apparemment aucune raison de s'inquiéter puisqu'il travaille à l'abri. Mais au moment où il enclenche le micro pour prendre la commande, un éclair déchire le ciel. J'avais ma main droite sur le bouton du volume quand j'ai vu la foudre tomber sur le panneau des menus situé à l'extérieur. Et là, la décharge électrique s'est propagée le long des câbles et moi, je me suis effondré d'un coup. Une puissante décharge projette Justin au sol. J'ai tremblé pendant 2h30 et on m'a expliqué que c'était à cause de l'électricité qui essayait de sortir de mon corps. Je ne me rappelle pas du tout des 10 heures qui ont suivi l'accident.
Justin s'en est sorti, mais le lobe frontal de son cerveau, qui joue un rôle important pour la mémoire, a été atteint. J'ai souffert de perte de mémoire à court terme. J'ai dû réapprendre ma gauche et ma droite. J'avais du mal à me souvenir des noms, des visages, des numéros de téléphone. Et puis je me sentais fatigué, constamment fatigué. J'en suis sorti vivant, mais j'aurais pu tout aussi bien y rester. Si j'avais un conseil à vous donner, profitez de chaque jour qui passe. Depuis son accident, Justin a une peur bleue des orages. Quand je sens qu'un orage se prépare, je me tiens à l'écart de tous les appareils électriques qu'il y a autour de moi. Dana Larson et Justin Norris ont vu leur existence basculer en un éclair. Mais les effets de certains phénomènes naturels mettent plusieurs jours à se faire ressentir. C'est le cas des fortes chaleurs. Que faire face à la menace ? Nous avons vu que la foudre pouvait tuer quelqu'un en l'espace de quelques secondes. Nous allons maintenant nous pencher sur un phénomène qui, à long terme, peut faire des centaines de victimes. 1995, la canicule s'empare de Chicago dans l'Illinois. La température extérieure est montée jusqu'à 38 degrés avec un pic à 49. De nombreuses personnes ont souffert de la chaleur et plus de 700 ont payé de leur vie. La marge de survie de l'être humain par rapport aux températures extérieures est relativement étroite. Si nous n'avions aucun mécanisme de défense contre la chaleur, notre corps se dessécherait comme un bout de viande sur le grill. Mais comment notre corps se protège-t-il de la chaleur ? Louise Brady s'apprête à subir un test tout aussi violent que le premier, celui de la canicule. L'expérience est supervisée par Kinetic, un laboratoire de recherche qui étudie les conséquences des phénomènes extrêmes sur des soldats. Louise va passer 45 minutes dans une pièce chauffée à 46,5 degrés, soit la température moyenne de la vallée de la mort en Californie. Avant de s'enfermer, Louise avale un minuscule émetteur radio qui permettra d'enregistrer sa température interne jusqu'à la fin de l'expérience. Sa température initiale est légèrement supérieure à 37 degrés. Je relève 37,47, c'est ça ? Une caméra infrarouge analyse l'évolution de sa température externe. En bleu, une température normale. En rouge, une température élevée. Louise marche sur un tapis de jogging comme si elle faisait une excursion en plein désert. Bien que Louise soit une jeune femme sportive, elle a du mal à supporter la température ambiante. Pour survivre, Louise doit protéger ses organes internes de la chaleur. Il lui faut ainsi maintenir son cœur, son foie et son cerveau à une température normale. Heureusement, le corps humain est pourvu de mécanismes de refroidissement. Les tissus sanguins se dilatent de manière à augmenter l'afflux sanguin sous la peau et éviter aux organes internes de surchauffer. Le corps régule sa température par radiation et convection. Il fonctionne comme le radiateur d'une voiture et dissipe la chaleur. Ce mécanisme est efficace, mais jusqu'à un certain point seulement. Si la température de l'air est plus élevée que celle du corps, celle-ci augmente progressivement au lieu de chuter. Dans ce cas, le corps possède un mécanisme de secours qui va lui permettre d'évacuer l'excédent de chaleur. Ce fameux mécanisme n'est autre que la sudation. Des gouttes d'eau perlent sur la peau de Louise. Ce phénomène d'évaporation refroidit l'épiderme, ce qui permet de réguler la température des vaisseaux sanguins superficiels et donc des organes vitaux. Je me sens partir en avant. Je transpire énormément. La sueur coule dans mon dos. En fait, je perds un peu l'équilibre. Oui, je perds l'équilibre, c'est très bizarre. L'inconvénient de la transpiration, c'est qu'elle puise toute l'eau du corps et peut entraîner une déshydratation, soit une perte des liquides organiques composés d'eau et de sels minéraux. À plus ou moins long terme, cela peut provoquer un dysfonctionnement des organes vitaux.
La mécanique du corps humain est parfaitement huilée, mais dès qu'on le prive de ses sels minéraux, les répercussions sont nombreuses et affectent l'ensemble des organes, parfois de manière fatale. Louise vient de passer 45 minutes dans une pièce chauffée à 46,5 degrés. Grâce à une caméra infrarouge, on peut observer l'évolution de sa température externe. L'image de droite montre Louise à l'issue du test. On constate que la température externe du haut du corps a augmenté. Je suis éreintée. Vous n'imaginez même pas comme j'ai chaud, j'ai l'impression que je suis en train de bouillir. La température externe de Louise est montée à plus de 37,7 degrés, mais ses mécanismes de refroidissement ont bien fonctionné et sa température interne n'a que peu augmenté. Louise est à l'abri d'éventuelles complications. En revanche, son corps a souffert et a perdu environ un demi-litre d'eau. L'expérience menée sur Louise confirme un point essentiel. Ce n'est pas la chaleur, mais la déshydratation qui fait des victimes. Walter Bergby, anthropologue basé en Arizona, précise que si Louise avait dû affronter la même température dans le désert sans boire une goutte d'eau, elle n'aurait pas survécu. Quand le corps humain perd de l'eau, il se déshydrate. Et quand votre système se déshydrate, il devient défaillant. Vos pensées deviennent incohérentes, vos tissus réclament de l'eau à corps et à cri, le cœur s'emballe, et c'est le début de la fin. Face à la chaleur, tous les moyens semblent bons pour se rafraîchir. Premier réflexe, on enlève ses vêtements. Mais au contraire, il ne faut surtout pas se déshabiller, car cela accélère la déshydratation, à tel point que ça peut provoquer des hallucinations. On se met alors à tourner en rond et c'est comme ça qu'on finit par tomber. Une fois que le cerveau est atteint, c'est fini. Votre corps se met à manquer d'eau et la déshydratation vous plonge dans un état de démence. Et là, c'est fichu. Vous perdez toute votre énergie et tombez rapidement d'épuisement. Une fois que vous êtes à terre, c'est soit que votre heure a déjà sonné, soit qu'elle approche. C'est une mort lente et atroce. Malheureusement, dans certaines régions chaudes du globe, il arrive que des gens meurent d'épuisement. Il est cependant inutile de traverser les continents pour connaître ce genre de phénomène dévastateur. La menace gronde au sein même de nos villes et de nos maisons. Nous ne sommes jamais à l'abri des caprices de la nature. Nous avons vu qu'il était néanmoins possible de survivre à la foudre ainsi qu'à la déshydratation provoquée par les fortes chaleurs qui sévissent dans le désert. Mais un autre phénomène menace nos vies, et parfois même à l'intérieur de nos propres maisons. Les tornades. Les tornades sont un phénomène typique des chaudes journées d'été. Certaines saccagent tout sur leur passage. Avec des vents pouvant souffler jusqu'à 480 km/h, elles ravagent le paysage et entraînent bien souvent la mort dans leur sillage. Elles surgissent de nulle part, attaquent par surprise des villes entières et provoquent généralement des dégâts sans précédent. L'Oklahoma n'a pas oublié la tornade qui s'est invitée sans frapper par une belle journée de mai 1999. De nombreuses maisons ont été détruites. De ce quartier, vous voyez qu'il ne reste plus que des piles de gravats. Des centaines de maisons ont été emportées. Une tornade de plusieurs centaines de mètres a envahi le nord de l'Oklahoma et dévasté la petite ville de Bridge Creek. Le pasteur Tom Duquette se souvient de cette journée effroyable. C'était la première fois que je voyais le vent souffler aussi fort. Je n'avais jamais vu ou vécu d'aussi près une tornade de cette taille. C'était énorme. On ne voyait même plus le ciel et on sentait la terre se dérober sous nos pieds. Et il y avait ce bruit strident, comme un cri. Soufflant à 480 km/h, les rafales ont tout balayé.
Le vent charriait des débris d'une douzaine de mètres, des trucs de la taille d'une maison. Si vous voulez mon avis, il n'y a pas grand-chose à faire pour se mettre à l'abri d'une tornade pareille. C'était vraiment énorme. Sur ces images, on voit bien les dégâts provoqués par la tornade. Tout un quartier de la ville a littéralement été dévasté. Lors d'une tornade, la plupart des dégâts sont provoqués par les débris que le vent soulève et projette à plusieurs centaines de kilomètres/heure. Pour avoir une idée des ravages que peuvent provoquer ces improbables missiles, nous avons rendez-vous avec le docteur Roger White du Centre de recherche kinétique. Grâce à ce pistolet à air comprimé géant, dont la puissance équivaut à celle d'une tornade, nous allons voir que le moindre objet peut se transformer en projectile. Pour prouver que n'importe quel objet devient dangereux sous l'effet d'une tornade force 5, nous allons tirer un bonbon sur une plaque en plexiglas. Une cale en polystyrène contrôlera la vitesse de projection. Projeté à plus de 480 km/h, le bonbon traverse sans difficulté les 2,5 mm de la plaque en plexiglas. L'expérience a été réalisée avec un bonbon mou. Mais à 480 km/h, le plexiglas a volé en éclats. On peut facilement imaginer les conséquences d'un tel impact sur le corps humain. Les tornades font des milliers de victimes chaque année. Mais un autre phénomène naturel bat ce triste record, les crues subites. Les crues subites résultent généralement de pluies torrentielles qui font sortir les rivières de leur lit. C'est exactement ce qui est arrivé à Boscastle en Angleterre. Ce petit village est particulièrement prisé des touristes pour sa beauté et la quiétude de ses environs. Mais personne n'est prêt d'oublier le déluge qui a balayé la région au cours de l'été 2004. Richard et Rachel Strauss visitaient le village quand le drame s'est produit. Ce jour-là, ils ont joué de malchance. Lorsqu'ils regagnent leur voiture en fin de journée, la rue dans laquelle ils s'étaient garés est littéralement noyée sous les eaux. Personne ne se rendait bien compte de la gravité de la situation. À l'évidence, la rivière était sortie de son lit. Mais personne ne s'attendait à ce que ça dégénère. Habituellement calme, la Valency est en train de déverser des millions de litres d'eau dans le village, piégeant au passage bon nombre d'automobilistes dans leur voiture. En voyant la vitesse à laquelle l'eau montait, j'ai compris qu'on courait un véritable danger. Et puis j'ai vu une femme qui sortait la tête par le toit ouvrant de sa voiture et qui criait à l'aide. Les minutes passent et l'eau continue de monter à une vitesse effroyable. Désormais, elle emporte tout sur son passage. On voyait l'eau qui continuait de monter et on entendait des gens hurler. Puis les premières voitures ont commencé à dériver. N'écoutant que son courage, Richard se jette à l'eau pour essayer de sauver l'automobiliste prisonnière de son véhicule. L'eau menace à présent d'emporter aussi bien Richard que la voiture dans laquelle est enfermée la jeune femme. J'étais avec cette femme, la conductrice du véhicule. Elle était littéralement paralysée par la peur et refusait de bouger. Mais je lui ai dit qu'il ne fallait pas rester là. 20 minutes se sont écoulées et Rachel redoute que son mari Richard ne se soit fait emporter par la vague. J'avais envie qu'il revienne et j'avais très peur. Pendant un quart de seconde, j'avoue que je me suis demandé si je le reverrais. Car je ne savais pas où il était et ce qu'il était en train de faire. Richard parvient finalement à extirper l'automobiliste de son véhicule. La rue principale du village est noyée sous les flots. Le bitume a disparu sous un véritable torrent et des millions de litres d'eau déferlent dans les rues du village. Des hélicoptères procèdent alors à une évacuation d'urgence. L'inondation aura provoqué pour plusieurs millions d'euros de dégâts et laissé le petit village de carte postale les pieds dans la boue et les débris. Mais par chance, elle n'a fait aucune victime.
En revoyant le village pour la première fois, Richard et son épouse sont émus. C'est une chose de voir les images à la télé, mais sur place, ça n'a rien à voir. La tragédie de Boscastle illustre bien le danger des crues subites. Mais combien de temps un être humain pourrait-il résister à un tel déferlement? Pour le savoir, nous avons emmené Louise Brady dans une rivière artificielle de Nottingham, en Angleterre. Elle va devoir affronter 25 000 litres d'eau à la seconde. Avant de se jeter à l'eau, l'expert en survie Chris Ball fait quelques recommandations à la jeune femme pour éviter la noyade. Nous avons suspendu une corde au-dessus de la rivière. Ce n'est pas très profond, mais nous allons ouvrir les vannes. Il faudra vous accrocher à cette barre car vous n'allez pas réussir à rester debout. Je vais recevoir l'eau en pleine figure. Oui, et dès que l'eau va arriver, il faudra agripper la barre le plus vite possible. Sinon, vous ne pourrez pas respirer. Je vous donne une astuce. Il vaut mieux se mettre dans le sens du courant. Comme ça. L'eau passe sur le côté du visage et libère une poche d'air. L'expérience est dangereuse. Louise doit enfiler un casque et un gilet de sauvetage. Un maître nageur se tiendra sur le bord avec une corde et un autre dans un kayak, au cas où elle perde connaissance et soit emportée par le courant. Au début, l'eau coule doucement, mais soudain, le courant s'amplifie et Louise commence à vaciller. En l'espace de quelques minutes, l'eau exerce une telle pression sur ses jambes qu'elle n'arrive plus à rester debout. Il lui faut tenir la barre le plus fermement possible, sinon elle risque de se noyer. Louise résiste de toutes ses forces, mais ses bras fatiguent et lui font de plus en plus mal. Au bord de l'épuisement, elle finit par tout lâcher. Quelques secondes suffisent à l'équipe de secours pour intervenir et la tirer hors de l'eau. L'eau exerçait une pression incroyable. J'avais l'impression qu'on m'arrachait les jambes. Et j'ai essayé de tenir le plus longtemps possible. Mais l'eau était si froide et déferlait à une telle vitesse que je n'ai pas pu. C'est impossible de s'en sortir, j'arrivais plus à tenir à la barre. L'expérience montre qu'il est quasiment impossible pour un être humain de résister à la violence des crues subites. Louise était surveillée de près, mais dans la réalité, il y a rarement quelqu'un pour vous repêcher lorsque vous lâchez prise. En outre, vous risquez à tout moment de vous faire assommer par un débris ou d'être aspiré par un tourbillon. Une soudaine montée des eaux peut faire bien des dégâts, mais les caprices de Dame Nature ne s'arrêtent pas là. Le froid est lui aussi un défi pour le corps humain. Nous ne sommes pas toujours préparés à affronter les sautes d'humeur de la nature. Nous avons vu que notre résistance à la chaleur était limitée, mais c'est encore plus vrai pour le froid. Et c'est à nos ancêtres que nous devons ce que d'aucuns considèrent comme un défaut de fabrication. L'être humain trouve ses racines dans les plaines africaines où la température moyenne est de 28 degrés. Exposé à de fortes températures des siècles durant, le corps humain a donc pris l'habitude de combattre et d'évacuer la chaleur. Le problème, c'est qu'il n'a jamais été habitué au froid. Pour mieux connaître les mécanismes de défense dont nous disposons, nous avons demandé à Louise Brady de passer un nouveau test, celui du froid. Louise est dans une pièce chauffée à 12,7 degrés, l'équivalent d'une belle journée d'automne. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une température extrême, cela peut suffire à provoquer une hypothermie. Les techniciens se réchauffent en faisant des allées et venues, mais Louise est enfermée dans une chambre froide et son corps doit s'y habituer, en particulier les organes vitaux tels que le cœur ou les poumons. Il est impératif de les maintenir au chaud, car il suffit que la température interne du corps baisse de quelques degrés pour que le fonctionnement des organes vitaux soit perturbé. Heureusement, Louise a de quoi se défendre. Le sang qui affleure sous la peau est protégé par une couche isolante de tissu adipeux et réchauffe les organes internes.
La température de la pièce est constante, mais au bout de 5 minutes, un second mécanisme de défense se met en marche. Louise frissonne. Sous la vibration des muscles, son sang se réchauffe et maintient son noyau central à température. Jusque-là, ses organes vitaux sont protégés, mais Louise a toujours aussi froid. J'ai de plus en plus froid et je ne sens plus le bout de mes doigts. Ils sont tout raides sous l'effet du froid et ça me fait relativement mal. J'ai également l'impression que le froid est en train de descendre le long de mes jambes et de me transpercer les orteils. Louise dispose néanmoins d'un troisième mécanisme de défense, la chair de poule qui provoque une érection des poils. Ainsi hérissés, ils forment une couche isolante qui réchauffe l'épiderme. Mais la pilosité de Louise étant plutôt réduite, la protection n'est que temporaire. Le corps humain ne dispose pas de mécanismes de défense véritablement efficaces contre le froid. Ainsi, lorsque la température interne chute, le corps humain perd rapidement le contrôle des réactions chimiques. Le froid paralyse complètement notre système et notre corps ne réagit plus. Et à partir du moment où nos armures tombent, on meurt. 15 minutes se sont écoulées. Comme prévu, la situation ne fait qu'empirer. Ils vont bientôt mettre en route une turbine pour recréer l'effet du vent et on m'a prévenu que j'allais avoir très froid. Le vent souffle à un peu plus de 35 km/h, ce qui engendre une différence de température d'environ 8 degrés. La température de la pièce est toujours réglée à 12,7 degrés. Mais à cause du vent créé par la turbine, il fait véritablement 4 degrés. Louise ne tarde pas à ressentir les effets de ce changement. Cette expérience démontre donc que notre capacité de résistance au froid dépend plus de la force du vent que de la température extérieure. Associé au froid, le vent est mortel. Le corps humain peut supporter des températures relativement basses. Mais dès que le vent se lève, la chaleur générée par le corps est purement et simplement balayée. Et nous nous retrouvons sans défense. Je suis gelée. Sur ces images infrarouges, on peut voir que les extrémités du corps de Louise ont considérablement refroidi. À gauche, le corps de Louise avant, à droite, le corps de Louise après. J'avais l'impression d'être complètement figée. Il soufflait un vent tellement froid que mes yeux partaient dans tous les sens. Je me suis mise à claquer des dents et tous les poils de mon corps étaient au garde à vous. J'avais très froid. La température interne de Louise a perdu environ 4 dixièmes. Mais sa température externe a chuté de 5 degrés. Quelques minutes passées au chaud suffiront à tout faire entrer dans l'ordre. En revanche, si Louise s'était trouvée dehors dans les mêmes conditions et sans protection, elle aurait été victime d'hypothermie. Sa température interne aurait chuté et en dessous de 33,3 degrés, elle aurait cessé de vivre. Le froid fait autant de victimes que la chaleur. Nous avons demandé au docteur Kamler lequel des deux phénomènes était le pire. De deux mots, je choisirai le moindre. Je pense qu'il vaut mieux mourir de froid car lorsque la température interne chute, le cerveau se met à fonctionner au ralenti. On est donc de moins en moins conscient de ce qui se passe. Certaines victimes racontent même avoir éprouvé une sensation de chaleur, ce qui me paraît moins douloureux. Le froid provoque une mort lente, mais ce n'est pas le cas des averses de grêle. Val Castor est chasseur d'orage. Il conduisait sous une pluie battante lorsqu'il s'est retrouvé pris dans une averse de grêle. Sauf que ce jour-là, les grêlons étaient plus gros que d'habitude. Il s'est mis à tomber des grêlons de la taille d'une balle de tennis. Je n'avais jamais vu un truc pareil. On a essayé de s'enfuir le plus vite possible, mais on n'a pas eu le temps. On s'est retrouvés coincés. Bon sang! Des centaines de grêlons plus gros les uns que les autres martèlent le véhicule de Val. Ma camionnette ne s'en est pas remise. Ça a détruit les vitres, les phares, les clignotants, les feux arrière, l'antenne sur le toit, sans parler du pare-brise. Du coup, on voyait plus rien. Il y avait des morceaux de verre qui volaient dans tous les sens. D'ailleurs, j'ai eu une bonne douzaine d'entailles au bras à cause des éclats de verre du pare-brise. La vitesse à laquelle les grêlons tombent dépend de la gravité, de leur taille et de la force du vent.
Au moment de l'impact, la vitesse d'un grêlon de 2,5 cm de diamètre se situe aux alentours de 72 km/h. Pour un diamètre de 7,5 cm, comptez 135 km/h. Ça va? Ouais, tout va bien. T'as quoi là? Quelques bleus? Ouais, Oh là là, c'est quoi qui a fait ça? je sais pas. Une fois, j'ai reçu un grêlon de la taille d'une balle de golf en pleine tête. C'est pour ça que je suis fou. Mais quels sont les véritables dangers d'une averse de grêle? Nous avons posé la question au docteur Roger White de Kinetic. Il étudie actuellement l'impact des grêlons sur les moteurs d'avion. À l'aide de son pistolet à air comprimé, il s'apprête à tenter l'expérience avec des grains de glace de taille différente. Le canon du pistolet mesure plus de 18 mètres et peut lancer des projectiles à la vitesse de 1450 km/h, soit une vitesse supérieure à celle du son. Une capsule en polystyrène maintient la bille de glace à l'intérieur du canon. Les billes servant à l'expérience n'ayant pas toutes la même forme, il faut s'assurer qu'elles soient toutes projetées à la bonne vitesse. Comme le calibre du pistolet est plus gros que les billes de glace, nous avons dû trouver une solution pour arriver à les maintenir bien au centre du canon. Afin de pouvoir effectuer un tir précis, nous avons donc calé la glace dans un étui en polystyrène. La capsule en polystyrène est un moyen efficace de maintenir les billes de glace. Mais pour des tirs plus puissants, il est nécessaire de la protéger avec une coquille en aluminium. Sinon, le polystyrène risque de se désintégrer sous la pression du gaz comprimé. La précision des deux capteurs infrarouges qui calculent la vitesse des billes est de 1,80 m par seconde. L'expérience débute avec un grêlon de 7,5 cm de diamètre projeté à 170 km/h sur la vitre d'une voiture. Celle-ci explose d'un coup. Que se serait-il passé avec un être humain? Comme il serait trop dangereux de tenter l'expérience, le Dr White tire plusieurs grêlons de tailles différentes sur des fruits et légumes. Chacun de ces grêlons est projeté à sa vitesse réelle. Voilà ce qui se passe lorsqu'un grêlon de 2,5 cm de diamètre percute une pomme à 88 km/h. Une plaque en plexiglas. Un grêlon de 7,5 cm sur une citrouille. Et sur un mannequin grandeur nature en fibre de verre. Il s'agit bien entendu de tests effectués en laboratoire. Mais si un grêlon de 7,5 cm de diamètre percutait un être humain, cela pourrait le tuer sur le coup. Les averses de grêle sont extrêmement dangereuses sur la terre ferme, mais en mer, elles peuvent s'avérer mortelles. Le navigateur Tony Bullimore connaît bien les caprices de la nature, surtout en pleine mer. Janvier 1997. Tony Bullimore participe au Vendée Globe et fait le tour du monde à la voile. Mais entre l'Australie et l'Antarctique, son voyage prend un tour inattendu. Son bateau se retrouve pris au milieu d'un violent orage. À l'horizon, j'apercevais une fine bande noire en provenance du sud. En fait, il s'agissait d'une grosse tempête qui se dirigeait droit sur moi. Soudain, j'ai entendu un énorme craquement. Et en l'espace de quelques secondes, mon bateau a chaviré. Tony se trouve encore à l'intérieur de la cabine. Son bateau est alors pris d'assaut par des vagues gigantesques. L'eau s'est mise à rentrer, on aurait dit les chutes du Niagara. Et en moins de 2 minutes, il était rempli. Tout ce qui me restait, c'était une poche d'air de 45 cm. J'étais donc à moitié dans l'eau et je commençais à être tout engourdi. J'ai compris qu'il fallait faire vite et j'ai enfilé ma combinaison de survie pour éviter les gelures et un choc hypothermique qui pouvait m'être fatal. Tony enfile sa combinaison de survie high-tech conçue pour maintenir le corps à température. Sans elle, il n'aurait pas survécu. La température de l'eau est inférieure à 5 degrés, ce qui équivaut à celle de l'Atlantique Nord en janvier. Mais Tony parvient à en sortir et à se percher sur le bord du bateau. Il sait que sa vie tient à un fil.
Je suis à 2500 km des côtes australiennes, pris dans un orage monstrueux. Et maintenant, je fais quoi? Je me trouve hors des voies de navigation, donc inutile de compter sur un autre bateau pour me porter secours. Je crois que si l'orage avait duré plus longtemps, j'aurais fini par couler avec mon bateau. Je pensais très fort à ma femme, à ma famille et à tout ce que j'allais laisser derrière moi. C'était une question de jours avant que je ne disparaisse. 5 jours après la catastrophe, une frégate de la marine australienne retrouve le bateau de Tony. À bord d'une petite embarcation, les marins s'approchent de l'épave et donnent de grands coups sur la coque du bateau pour vérifier si le navigateur est toujours en vie. Alerté par le bruit, Tony plonge alors dans l'eau glacée pour sortir de son abri de fortune. C'était incroyable. J'étais enfin à l'air libre et là, devant moi, à 200 mètres environ, se trouvait une frégate de la marine royale australienne. Je ne me suis jamais senti aussi heureux parce que, ça y est, j'étais enfin sauvé. Sans sa combinaison de survie, Tony Bullymore n'aurait probablement pas survécu. Que se serait-il passé s'il n'avait pas été aussi bien équipé? Afin de voir comment le corps humain réagit au contact prolongé de l'eau froide, nous avons demandé à Louise Brady de tenter une nouvelle et dernière expérience, celle du bain d'eau froide. Louise est préalablement soumise à des tests de force et de dextérité afin de déterminer dans quelle mesure le froid est susceptible d'affecter ses gestes. Nous allons vérifier ta force musculaire avant et après l'expérience. Pour ce faire, nous allons utiliser cet appareil, le dynamomètre. Ok, c'est bon. 38,3 kg, c'est parfait. Pour mesurer son agilité, Louise doit subir un simple test de dextérité, le test de O'Connor. Il s'agit d'analyser ses capacités motrices, car un simple geste peut parfois sauver une vie. 1 minute et 8 secondes, le contrat est rempli. Pour plus de sécurité, elle enfile un gilet de sauvetage. Un appareil enregistre également sa température à la seconde près. La température de l'eau est réglée à 12,7 degrés, comme dans l'Atlantique Nord, au mois d'octobre. C'est la même température que celle de la chambre froide, sauf que dans l'eau, l'effet est complètement différent. Louise subit instantanément un choc. Au contact de l'eau froide, son premier réflexe est d'ouvrir la bouche pour reprendre sa respiration. Oh, il fait vraiment très froid, j'en ai le souffle coupé. Ce réflexe peut néanmoins avoir des conséquences catastrophiques, car en reprenant ainsi leur souffle, certaines personnes avalent de l'eau et finissent par se noyer. Lorsque sa survie est menacée, le corps humain cherche à absorber de l'oxygène. Quand une personne est précipitée sous l'eau de manière inattendue, le risque de noyade est élevé. Mais la dernière chose à faire est bien évidemment d'ouvrir sa bouche sous l'eau. Si vous parvenez à contrôler ce réflexe naturel, il vous reste une chance de vous en sortir. Mais encore faut-il arriver à remonter à la surface. Nous avons vu que Louise avait parfaitement réussi le test de la chambre froide. L'eau étant à la même température, en quoi est-elle plus dangereuse ? En fait, il faut savoir que l'eau refroidit le corps humain 25 fois plus vite que l'air. Le problème de l'eau froide, c'est qu'elle aspire littéralement toute la chaleur de votre corps. C'est ce phénomène de déperdition de chaleur qui a entraîné la mort de centaines de personnes lors du naufrage du tristement célèbre Titanic. Les personnes montées à bord des canots de sauvetage ont survécu car elles étaient seulement exposées à l'air froid. Mais à l'exception d'une dizaine de passagers, tous ceux qui se sont retrouvés à l'eau sont morts, alors que la température était la même qu'à l'air libre. Dans l'eau glacée, le corps des naufragés s'est refroidi en un temps record et presque tous ont été victimes d'hypothermie. L'eau dans laquelle baigne Louise est plus tempérée, mais cela ne l'empêche pas d'avoir froid. C'est moins douloureux maintenant que lorsque je suis entrée dans l'eau, où là, ça m'a carrément coupé le souffle. J'arrive mieux à respirer. J'ai moins peur, mais je comprends pourquoi il est difficile de survivre plus de quelques minutes dans l'eau glacée. Il y a vraiment de quoi avoir peur. Le froid a modifié la circulation sanguine de Louise et son sang a du mal à réchauffer ses organes vitaux.
Les extrémités de son corps n'étant plus irriguées, Louise ressent d'étranges sensations. Bien qu'elle ait froid, son cerveau parvient effectivement à lui faire croire le contraire. C'est vraiment très bizarre, mais je ressens des picotements, un peu comme si je me réchauffais. Ses membres ne sont plus suffisamment irrigués et commencent à s'engourdir. À présent, je ne sens plus mes pieds. Mais mon cerveau me dit que je dois continuer de bouger pour me réchauffer. Elle ferait pourtant mieux de rester immobile, car elle risque de gaspiller toute son énergie. L'eau froide va entièrement pomper le peu de chaleur que ses membres vont réussir à générer. En se débattant dans l'eau, Louise ne fait qu'aggraver son cas. Je commence à claquer des dents et je sens mon corps se raidir. Mes mains et mes poignets sont engourdis. Quant à mes pieds et mes chevilles, je ne peux quasiment plus les bouger. À l'intérieur, je me sens raide comme un bout de bois. J'ai l'impression qu'une partie de moi ne répond plus. Au bout de 20 minutes, la température interne de son corps est passée à 37 degrés 1. Je n'ai plus la force de parler ou de faire quoi que ce soit. J'ai juste envie de me réchauffer. Cette perte de température varie d'un individu à un autre. En dessous de 27 degrés 7, Louise pourrait perdre connaissance. Et en dessous de 25 degrés 5, elle pourrait y laisser sa vie. Louise est désormais hors de l'eau, mais le sang qui irrigue ses extrémités est tellement froid que sa température interne ne cesse de chuter. C'est pire que dans l'eau. J'ai froid, je ne peux quasiment plus bouger. Je suis pétrifiée, je ne sens plus mes pieds. Je ne sens plus du tout la partie inférieure de mes jambes. Les résultats des nouveaux tests de force et de dextérité sont surprenants. Louise a effectivement perdu un tiers de sa force et met quasiment le double de temps à réussir le test de O'Connor. C'est parce que le froid a créé un ralentissement des réactions chimiques de ses muscles et de son cerveau. Ce dernier est nettement moins efficace et ses muscles ne lui permettent plus de contrôler ses gestes de manière précise. Si Louise s'était trouvée en pleine mer, sans doute n'aurait-elle pas réussi à monter à bord d'un canot de sauvetage ou à envoyer un signal de détresse. Au contact de l'eau chaude, la température de Louise revient à la normale. Je n'ai jamais eu aussi froid de toute ma vie. Maintenant, je comprends pourquoi, dans l'eau froide, les gens n'ont plus la force de bouger, ni même la force de réfléchir. J'avais l'impression que je n'en verrais jamais le bout. C'est pour cela que certains préfèrent abandonner et se laisser mourir. Louise n'est restée que 20 minutes dans l'eau. En pleine mer, elle serait morte en quelques heures. Nous avons vu que la nature était capable des phénomènes les plus terribles. Des tornades qui saccagent tout sur leur passage, des crues subites qui engloutissent des villes entières ou encore des tempêtes qui répandent la foudre. Nous avons également vu les effets dévastateurs du chaud, du froid et de l'eau glacée. Alors comment se fait-il que certains survivent là où d'autres échouent ? D'un point de vue physiologique, nous sommes presque tous égaux. Comment expliquer que nous ne le soyons pas face au danger ? En fait, tout est question de prévention. Le bon sens et l'intelligence semblent être nos meilleurs atouts. C'est pour cela que nous construisons des abris, des kits de survie, des vêtements spéciaux et que nous essayons de développer de nouvelles technologies capables d'anticiper les phénomènes les plus divers. Mais qu'en est-il lorsque nous nous retrouvons pris au cœur de la tourmente ? Comment affronter la nature et ses dangers ? L'intelligence n'est d'aucun secours lorsqu'on se retrouve dos au mur. Notre seule et ultime défense, c'est donc la volonté. Face à ce genre de phénomène extrême, le mental joue un rôle essentiel. Les survivants des grandes catastrophes sont généralement des personnes qui ont réussi à garder leurs esprits et le contrôle de la situation. La plupart d'entre eux vous le diront. J'ai vu la mort en face, mais j'ai résisté de toutes mes forces. Je l'ai fait pour ma famille, par conviction religieuse, par fierté. La détermination est notre seule force. Vous l'aurez compris, votre meilleur atout face aux caprices de la nature, c'est encore le désir de survivre envers et contre tout.